On passe à l'UMD 2016 et 2017. D'abord, il faut savoir que QCM 2, 3 et 4 ne sont pas inclus. La même chose que pour l'exercice 5, c'est un test d'indépendance QCM de 15 à 18, à 19. Et le dernier exercice, c'est un test d'ajustement. Donc, on ne va pas les faire. On commence avec le premier QCM. La variance SM à la variance S au carré calculée sur un échantillon donne une bonne estimation de la variance sigma au carré de la population. C'est faux parce que la variance S au carré calculée sur un échantillon, c'est S'. C'est un estimateur sans BA. Il faut faire l'amélioration. Il faut calculer S au carré. Il faut calculer S au carré la variance améliorée pour qu'il soit un bon estimateur. Comment c'est S'? Calculé sur l'échantillon, c'est un estimateur avec BA, donc il faut faire l'amélioration pour qu'il devienne un estimateur sans BA. Le calcul de l'intervalle de confiance dépend en première partie du risque de première espèce de l'étude. C'est vrai parce que l'intervalle de confiance est égal à l'estimateur plus H, la précision. Et H, c'est pour les valeurs tabulées, c'est Z de 1 moins alpha sur 2. Alpha, c'est le risque de première erreur. Le risque de deuxième espèce correspond à la probabilité de rejeter H1 hypothèse alternative alors qu'elle est vraie. C'est vrai. La précision varie dans le même sens que l'effective, c'est faux. Dans le sens inverse, une estimation ponctuelle permet de prendre en compte le risque d'erreur de l'étude. C'est faux. Elle ne permet pas de prendre en considération le risque d'erreur. On passe QCM numéro 5. QCM numéro de température mesurée en degrés Celsius pour 50 patients et ceux qui sont traités par deux traitements différents. On a obtenu le résultat suivant. Pour le premier traitement, on a obtenu la moyenne et la variance. Pour le deuxième traitement, la même chose. QCM numéro 5, on étudie la liaison entre deux caractères qualitatifs. C'est faux parce qu'on n'étudie pas la liaison. H0 stipule qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux traitements au risque alpha est égal à 5%. C'est vrai parce que H0 c'est l'hypothèse nulle. Elle admet une égalité, non pas une différence. Si H0 est accepté au risque alpha est égal à 5%, alors elle est acceptée au risque alpha est égal à 1%. Comme on a dit tout à l'heure, H0 est accepté au risque alpha, alors elle sera acceptée au risque alpha prime inférieur à alpha. Donc c'est vrai, elle est acceptée au risque alpha est égal à 5%, donc elle est acceptée au risque alpha est égal à 1%. Si H0 est rejeté au risque alpha est égal à 5%, alors elle sera rejetée au risque alpha est égal à 1%. C'est faux. Alors, si H0 est rejeté au risque alpha, elle sera rejetée au risque alpha prime supérieur à alpha. Si l'échantillonnage est bien fait, on peut extrapoler les résultats obtenus à la population. C'est vrai parce que c'est ça le but, c'est de faire un échantillonnage pour faire un traitement, pour faire un jugement sur la population et avoir une idée sur les paramètres de la population. QCM 6, quel test peut-on utiliser? On peut utiliser un test d'homogénéité parce qu'on va comparer entre deux échantillons. Et on peut utiliser une comparaison des moyennes parce qu'on va comparer les moyennes de la baisse de la température du premier traitement et du deuxième traitement. On passe au QCM numéro 7. Alors, on a n est égal à 25, donc c'est parce que les statistiques du test suivent approximativement une loi normale de moyenne mu1 s au carré et donc c'est x1 suit la loi normale mu1 S au carré et x2 suit la loi normale mu2 sigma au carré. Et on doit supposer l'égalité des variances. La valeur du test, on va faire le test de l'écart réduit, mais qui dit que c'est le test de l'écart réduit, sigma est égal à x1 bar moins x2 bar sur sigma échantillon fois racine complète de 1 sur 1 plus 1 sur 1, 2. Mais d'abord, il faut calculer sigma échantillon. Commencer du cours. Sigma échantillon est égal à racine complète de 1 fois sigma échantillon 1 au carré plus 2 fois sigma échantillon 2 au carré sur 1 plus 2 moins 2. On fait l'application numérique, on trouve sigma échantillon. Après, on fait encore une fois l'application numérique, on fait sigma est égal à 2 moins 1,5 sur sigma échantillon fois racine de 1 sur 25 plus 1 sur 25. On trouve que la valeur calculée, sigma est égal à 3,04. Après, comme on est dans le cas de 1 est égal à 25 inférieur à 30, il faut la comparer à la loi de Student au risque alpha 5%,
N1 plus N2 moins 2, donc c'est 25 plus 25 moins 2, c'est 48. On cherche dans la table de la loi de Student et on pénicilline agit mieux car la moyenne de la pénicilline est supérieure à la moyenne de la fluoroquinolone. En conclusion, il y a une différence significative entre les deux traitements. Donc, les deux traitements n'agissent pas de la même manière. Il y a un traitement qui est mieux que l'autre. On peut dire que la pénicilline est mieux que le deuxième traitement, car la moyenne de baisse de température de la pénicilline est supérieure à la moyenne de la baisse de température du deuxième traitement. Donc, on peut conclure que la pénicilline agit mieux que la fluoroquinolone au risque alpha est égal à 5%. QCM numéro 8, l'exercice numéro 2, le cancer du sein touche 10% des femmes entre 35 et 65 ans. Dans un premier temps, on étudie un échantillon représentatif de 100 femmes de cette tranche d'âge. QCM 8, quelle fréquence de cancer, du cancer du sein peut-on le plus raisonnablement observer au risque alpha est égal à 5%. Donc, ils nous ont donné la proportion, la taille de l'échantillon, le risque et nous demandent de trouver l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance de la proportion est égal à P plus moins Q de 1 moins alpha sur 2 qui est lu sur la table de la loi normale centrée réduite fois la racine complète de P fois 1 moins P sur N. Donc, on fait l'application numérique. Lorsqu'on calcule dans la table, lorsqu'on lit dans la table au risque alpha est égal à 5, on trouve 1,96 fois racine complète de 0,1 fois 0,9 sur 100. On trouve 5, ça c'est H la précision, on trouve 5,88 fois 10 puissance moins 2. On fait 0, à la proportion plus ou moins à la précision. On trouve que l'intervalle de confiance au risque alpha est égal à 5%, donc au seuil de confiance 85, est égal à 4,12, 15,88%. QCM 8, pour obtenir une précision du pourcentage de 2% au risque alpha est égal à 1%, quelle doit être la taille minimale de cet échantillon. Donc, pour avoir la précision est égale à 2%, au risque alpha est égal à 1%, comme on sait, la précision est égale à Q de 1 moins alpha sur 2 fois racine complète de P fois 1 moins P sur N, est égal à 0,02. On fait au carré des deux côtés pour relever la racine au carré. Donc, c'est Q de 1 moins alpha sur 2 au carré fois P fois 1 moins P sur N est égal à 0,02 au carré. On monte N ici, on descend 0,02. Donc, N est égal à Q de 1 moins alpha sur 2 au carré, mais cette fois au risque alpha, non pas au risque alpha est égal à... mais cette fois au risque alpha est égal à 1%, non pas au risque alpha est égal à 5%. Donc, il faut recalculer ou relire sur la table de la loi normale centrée réduite. On trouve 2,58 fois P 0,1 fois 1 moins P 1 moins 0,1 sur 0,02 au carré. Lorsqu'on calcule, on trouve N est égal à 1497,69. Donc, à environ 1498. On passe à l'exercice suivant. Une équipe de recherche cherche à déterminer le taux de cholestérol moyen d'une certaine population. Un échantillon de 120 personnes, 120 sujets est constitué par un tirage au sort à partir de celle-ci. On observe les sommes. La somme des XI est égale à 720 et la somme des XI au carré est égale à 4377. QCM numéro 10, le taux de cholestérol moyen de la population et la variance du taux de cholestérol de la population. Donc, on va faire une estimation ponctuelle. Le taux de cholestérol moyen X bar est égal à 1 sur N, l'ensemble des XI. Donc, c'est 1 sur 20. Sur l'ensemble des XI, c'est 720. On trouve X bar, la moyenne, est égale à 6. La variance du taux de cholestérol, d'abord, on calcule S', la variance de l'échantillon est égale à 1 sur N fois la somme des XI au carré moins X bar au carré est égal à 1 sur 120 fois 4377 moins X bar 6 au carré. On trouve S' est égal à 0,475. Après, on fait l'amélioration. Donc, S au carré, la variance améliorée est égale à 1 sur N moins 1 fois S' au carré. Donc, c'est 120 sur 119 fois 0,475. On trouve est égal à 0,479. Pour le QCM numéro 11, il nous a demandé de trouver l'intervalle de confiance au niveau 95% du taux de cholestérol moyen et de la variance. On commence avec la moyenne. L'intervalle de confiance à 95% de la moyenne mu est égal à X bar plus ou moins H. H, c'est la précision.
On est dans le cas où n est égal à 120, donc c'est supérieur à 30, où l'écart type de la population est inconnu. Donc h est égal q de 1 moins alpha sur 2 fois s sur racine de 1, donc c'est fois l'écart type sur racine de 1. Au risque alpha est égal à 5%, donc on lit sur la table, on trouve 1,86 fois la racine de S, la variance de l'écart type amélioré, c'est racine de 0,469 sur racine de 220. On trouve l'intervalle de confiance de la moyenne, le risque alpha est égal à 5%, c'est 5,88 jusqu'à 6,12. On passe à l'intervalle de confiance de la variance au risque alpha est égal à 5%. Donc, comment c'est l'intervalle de confiance de la variance est égal à n-1 fois s au carré, la variance améliorée sur K2, et n-1 fois s au carré sur K1. Donc, K2 et K1 sont lus dans la table de la loi normale, de la loi du Ki, désolé, avec P de K supérieur à K2 est égal P de K inférieur ou égal à K1 est égal alpha sur 2. Donc P de K supérieur égal à K2 est égal 0,025 et P de K inférieur ou égal à K1 est égal 0,025. La moyenne de la population est inconnue. Dans ce cas, donc le degré de liberté est égal à n-1, donc est égal à 119. On remarque que n est égal à 120, c'est supérieur à 30. On ne peut pas lire sur la table du Ki2 parce que la table du Ki2 elle se termine au niveau n est égal à 30, le degré de liberté est égal à 30. Donc, il faut utiliser l'approximation de la loi de la table normale. La loi de la loi normale au degré de liberté, 2 degrés de liberté. Donc, la loi normale 119, 2 fois 119. Du coup, on sait qu'on peut poser le changement de variable z est égal k moins degré de liberté, c'est racine de 2 degrés de liberté. Et on aura Z suit la loi normale au centre réduite. Donc, on a P de K supérieur égal à K2 est égal à 0,025. Donc, 1 moins P de K inférieur égal à K2 est égal à 0,025. Pourquoi on fait 1 moins K inférieur égal à K2? Parce que la table du Ki2, elle nous donne les valeurs supérieures, mais la table de la loi normale centre réduite, elle nous donne les valeurs inférieures. Donc, il faut changer pour avoir P de K inférieur ou égal à K2. Donc, P de K inférieur ou égal à K2 est égal à 0,975. On fait notre changement de variable. K moins 120 sur racine de 120 fois 2 inférieur ou égal à K2 moins 119. Désolé, ici, moins 119 fois racine de 2 fois 119 est égal à 0,975. Donc, le changement de variable P de Z inférieur égal à K de moins 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 0,975. Donc, on aura phi de K de moins 120 sur racine sur 119 sur racine de 2 fois 119 égale à 0,975. On cherche à partir de la loi de la table normale centre réduite. 0,975 est égal à 1,9 plus 0,06. Donc, K2 moins 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 1,96. On fait l'application numérique, on trouve K2, donc c'est 1,96 fois racine de 2 fois 119 plus 119. On trouve K2 est égal à 149,23. La même chose pour P de K inférieur égal à K1 est égal à 0,025. On fait directement le changement de variable parce qu'on a directement inférieur ou égal. Donc Z est égal à K1 moins 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 0,025. On remarque que 0,025 inférieur à 0,5 et on sait que d'après les propriétés de la loi normale centre réduite, lorsqu'on a phi de z est égal à une valeur x qui est inférieure à 0,5, on peut utiliser cette propriété qui est phi de moins z est égal à 1 moins x. Donc dans notre cas, p de z inférieur ou égal à k1 moins 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 0,025. Donc phi de moins K1 moins 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 1 moins 0,025 est égal à 0,975. Comme tout à l'heure, phi de 0,985 c'est égal à 1,86. Donc moins K1
fois 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 1,86. Donc, moins K1 moins 119 sur racine de 2 fois 119 est égal à 1,96. Donc, K1 est égal à moins 1,96 fois racine de 2 fois 119 plus 119. On trouve que K1 est égal à 88,76. Il nous reste juste à faire l'application numérique. Donc, l'intervalle de confiance est égal à n moins 1, 119 fois S au carré, c'est 0,479 sur K2, 149,23. Et dans le deuxième cas, fois K1, sur K1, 88,76. On trouve l'intervalle de confiance au risque alpha est égal à 5% est égal à 0,382 à 0,642. Donc, il y a 95% de chance sur 100 est égal à 95% pour que la variance de l'échantillon soit comprise entre 0,382 et 0,642. QCM numéro 12, l'intervalle de confiance d'une moyenne est d'autant plus étroit que la variance est faible dans l'échantillon. C'est vrai, parce que la variance S', lorsqu'elle est étroite, elle est plus faible. La précision H sera plus faible, donc l'intervalle de confiance sera plus étroit. Et d'autant plus étroit que le nombre de sujets est faible. Lorsque le nombre de sujets est faible, donc lorsque N diminue, H augmente, donc l'intervalle de confiance augmente, donc c'est faux. Lorsque N est plus grand, la précision diminue, donc l'intervalle de confiance augmente. Et indépendant du nombre de sujets, c'est faux parce que N, le nombre de sujets, et dans la formule de la précision H, ne peut systématiquement être calculé quand le nombre de sujets est inférieur à 30. C'est faux parce que lorsque N est inférieur à 30, il faut juste faire la supposition que X suit la loi normale de moyenne, mu sigma au carré. Et d'autant plus étroite que le risque consenti d'erreur est grand. Donc lorsque alpha, comme on a dit tout à l'heure, est grand, lorsque alpha augmente, Z de 1 moins alpha sur 2 diminue, donc la précision H diminue, donc l'intervalle de confiance diminue. Donc c'est vrai, elle est d'autant plus étroite lorsque le risque alpha est grand. QCM 13, la précision déterminée par l'intervalle de confiance s'exprime par la demi-longueur de l'intervalle de confiance. C'est vrai, car la longueur de l'intervalle de confiance, c'est tout ça. Mais de x bar à là, c'est H, et de x bar à là, c'est H. Donc, ça, c'est la longueur L. L est égal à 2H, H plus H. Donc, H est égal à L sur 2. C'est la demi-longueur de l'intervalle de confiance. Et calculer à l'aide de la valeur théorique sur la table, c'est vrai, parce que H est égal à Z de 1 moins alpha sur 2, ou bien la loi de Z1 moins alpha, est d'autant plus grande que la valeur théorique lue sur la table est grande, c'est vrai, parce que H est égal à Z de 1 moins alpha sur 2, fois S' sur racine de 1 dans le cas de la moyenne. Donc, plus la valeur calculée dans le texte est grande, plus la précision est grande, et d'autant plus petite que le risque alpha est petit. C'est faux parce que quand alpha est plus petit, H est plus grande. Quand alpha est plus grande, H est plus petit. Il varie en sens inverse. Donc, c'est faux. Et d'autant plus grande que l'effective N est grand. C'est faux. Et elle est d'autant plus petite que l'effectif N est grand. Ou elle est d'autant plus grande que l'effectif N est petit. QCM 14, le risque alpha de première espèce correspond à la probabilité de conclure à tort à une différence significative, c'est vrai, parce que déjà le risque alpha c'est rejeter H0 alors que H0 est vrai, donc la proposition B est juste. Donc c'est quand on rejette H0, donc on a accepté H1. Donc on a accepté H1, c'est l'hypothèse alternative, c'est conclure à une différence significative. Donc la probabilité de conclure à tort à une différence significative, c'est vrai. La probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai, c'est la proposition vraie. La probabilité de conclure à une différence significative, c'est vrai. Donc, conclure à une différence significative, c'est conclure à H1. La probabilité de conclure à tort une absence de différence significative, c'est faux, c'est le risque bêta. La probabilité de ne pas conclure à H1 alors que H1 est vrai, c'est le risque bêta. Comme on a dit, les autres QCM, c'est des tests qui ne sont pas inclus dans le programme, donc on va les passer.
On passe à l'UMD 2014-2015, énoncé comme QCM 1, 2 et 3. On a mesuré le taux de cholestérol de 110 sujets tirés au sort dans une population d'hommes de 50 à 59 ans. On a trouvé l'ensemble des XI, l'ensemble des XI est égal à 220 et l'ensemble des XI au carré est égal à 876. Alors, le QCM, proposition numéro A, cet échantillon représentatif de la population générale, c'est faux, car on n'a pris que des hommes de 50 à 59 ans, donc c'est pas représentatif de la population générale. B, on peut pas calculer la moyenne de cet échantillon, c'est faux. On peut calculer x bar est égal à 1 sur 1 fois la somme des xi. C, on peut calculer la moyenne de la population dont a été extrait cet échantillon. C'est faux, on ne peut pas la calculer, mais on peut l'estimer. D, le taux de cholestérol, une variable aléatoire quantitative, c'est vrai, parce qu'on peut calculer la moyenne, on peut calculer la variance, etc. Donc, les variables quantitatives, c'est des variables qui sont associées à un ensemble numérique, alors que les variables qualitatives ne sont pas associées à un ensemble numérique. Ils ne sont pas chiffrés, par exemple la langue, la couleur, le sexe, etc. QCM numéro 2, la formule de l'estimation de la moyenne du taux de cholestérol d'une population dans cet échantillon serait représentative est égale la somme des xi sur n moins 1. C'est faux, c'est la somme des xi fois 1 sur n. B, la moyenne du taux de cholestérol de cet échantillon est égale à 4 grammes sur litre. On calcule x bar est égal à 1 sur n fois la somme des xi est égale à 1 sur 110 fois 220 est égal à 2. Donc la moyenne du taux de cholestérol d'une population dont a été extrait cet échantillon est égale à 2 grammes sur litre. Proposition numéro C, c'est 2 grammes sur litre. La proposition numéro D, la moyenne du taux de cholestérol de cet échantillon est égale à 2 grammes sur litre. C'est vrai. QCM numéro 2, les propositions C et D sont vraies. QCM numéro 3, la valeur estimée de la variance du taux de cholestérol d'une population est égale, donc on a S' au carré est égal à 1 sur 1, la somme des xi au carré moins x bar au carré, donc c'est 1 sur 110 fois 876 moins 2 au carré est égal à 3,96. Ça, c'est la variance de calcul de l'échantillon. Pour avoir l'estimation de la population, il faut faire la variance améliorée. Donc, S au carré est égal à n sur n moins 1 S' au carré. Donc, c'est 110 sur 1 moins 110 fois 3,96 est égal à 4. QCM 4, on dispose d'une population de femmes de 25 ans. On peut supposer que leur poids est distribué selon une loi normale. On tire un échantillon N est égal à 25% de femmes. On a observé la moyenne X bar est égal à 58 de l'échantillon est égal à 4 grammes sur litre. Ils nous ont demandé de calculer l'intervalle de confiance de la moyenne et l'intervalle de confiance de la variance. Donc l'intervalle de confiance au niveau 95% du poids moyen de la population. On a n est égal à 25%, c'est inférieur à 30 et l'écart type ou bien la variance de la population est inconnue. Donc l'intervalle de confiance de la moyenne est égal à x bar plus ou moins h et h est égal à student st au risque alpha n moins 1 qui est lu dans la table de la loi de student. Donc la loi de 0,05 n-1 est égal à 24. Quand on utilise la table, on trouve 2,064 fois S', c'est l'écart type de l'échantillon sur racine de n-1. Donc, on fait l'application numérique, on trouve h est égal à 1,68. Donc, l'intervalle de confiance de la moyenne est égal à 58 plus ou moins h 1,68 et on trouve 56,31, 59,69. On passe à l'intervalle de confiance de la variance, c'est égal à n, c'est la taille de l'échantillon, fois S', l'écart type de l'échantillon au carré sur K2 et n fois S' au carré sur K1, ou bien n-1 fois S au carré, la variance améliorée, fois n-1 fois S au carré, la variance améliorée. Dans ce cas, on a utilisé n fois S' pour éviter de calculer la variance améliorée car on n'a pas besoin.
Donc sur K2 et K1, on a n est égal à 25 inférieur à 30 et la moyenne de la population est inconnue. Donc le degré de liberté est égal à n moins 1 est égal à 25 moins 1 est égal à 24. Et on a du coup P de K supérieur égal à K2 est égal à P de K inférieur égal à K est égal à alpha sur 2. Donc P de K supérieur égal à K2, on la lit directement dans la table du qui de au degré de liberté. Elle est lue dans la table du qui de degré de liberté est égal à 24 et au risque alpha sur 2 0,025. Lorsqu'on lit sur la table du qui de, au risque 24 et donc au degré de liberté 24 et alpha 0,025, on trouve 39,356 364. Concernant K1, P de K inférieur égal à K est égal à 0,029. Comme on sait, la table du qui de elle nous donne les valeurs supérieures. Donc ici, on a P de K inférieur égal à K1. Donc il faut la modifier. Est égal à 1 moins P de K supérieur égal à K est égal à 0,025. Donc P de K supérieur égal à K est égal à 0,975. P de K supérieur égal à K est égal à 0,975. Donc K1 est égal à 12,401. Au degré de liberté 24 et au AP 0,975, on trouve 12,401. Il nous reste juste à faire l'application numérique. Donc c'est n 25 fois S' fois 4 sur K2 39,364, 25 fois K fois 4 sur 12,401. Donc on trouve 10,16, 32,26. On passe au QCM numéro 5. Sur un échantillon de 100 patients sur lesquels a été pratiquée une opération chirurgicale donnée, 18 ont présenté ultérieurement des effets secondaires graves dus à cette opération. Il nous demande de calculer l'intervalle de confiance au risque alpha est égal à 5% du pourcentage des effets secondaires dus à l'intervention chirurgicale. Donc on a n est égal à 100 et 18 personnes qui ont présenté des effets secondaires. Donc l'intervalle de confiance dans la proportion est égal à P0 ou bien F0 plus H plus ou moins H c'est la précision. Donc c'est Z de 1 moins alpha sur 2 fois racine complète de P0 fois 1 moins P0 sur 1. P, c'est l'ensemble des effectifs observés sur l'ensemble des effectifs total. Donc, c'est 18 sur 100 est égal à 0,18. Et Z, elle est dans la loi, dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc, au risque alpha est égal à 5%, on trouve 1,96. Donc, c'est 0,18 plus ou moins 1,96 sur racine complète de 0,18 fois 1 moins 0,18 sur 100. L'intervalle de confiance de la proportion au seuil de confiance 95% est égal à 0,105, 0,255. Et il nous a demandé que pour estimer le pourcentage d'effets secondaires avec une précision de alpha est égal à 1% au même risque alpha, pour estimer le pourcentage d'effets secondaires avec une précision H de 1% au même risque alpha 5%, la taille de l'échantillon doit être égale à quoi? Donc H doit être inférieur ou égal à 0,0 est égal. Donc il nous a donné la précision H est égal à 0,01 au risque alpha est égal à 5%. Donc H est égal à Z de 1 moins alpha sur 2 fois racine complète de P fois 1 moins P sur N est égal à 0,01. On fait au carré des deux côtés pour enlever la racine. Z de 1 moins alpha sur 2 fois P de 1 moins P sur n est égal à 0,01. On prend n est égal à quoi? On fait l'application numérique et on trouve n est égal à 5671. Pour le QCM6, on va le passer parce que c'est un test d'indépendance. On passe directement au QCM numéro 7. Une intervalle de confiance est d'autant plus petite que le risque alpha est petit. Ben, c'est faux. Lorsque le risque alpha est petit, l'intervalle de confiance est grande. Une intervalle de confiance est d'autant plus large que la taille de l'échantillon est grande. C'est faux. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'intervalle de confiance est étroite. L'intervalle de confiance est d'autant plus petite que le risque bêta est grand. C'est faux parce que l'intervalle de confiance ne dépend pas du risque bêta mais dépend du risque alpha. Si H0 est rejeté au risque alpha, alors elle sera rejetée pour le risque alpha prime supérieur à alpha ou bien alpha prime inférieur à alpha. On a dit si alpha H0 est rejeté au risque alpha, elle sera rejetée au risque alpha prime supérieur à alpha. Alors, énoncé commun au QCM 8 jusqu'à 12, la durée de gestation humaine est en moyenne de 40,5 semaines. Donc, ils nous ont donné la moyenne de la population. Dans une maternité, on a noté l'âge
On a noté l'âge de 100 nouveau-nés successifs. La somme de ces âges est égale à 3850 semaines et l'écart type est de 5 semaines. On pense que ce service est spécialisé dans les accouchements prématurés. QCM numéro 8. Quelles sont les formulations possibles de H0 et H1? H0, l'hypothèse nulle, H1, l'hypothèse alternative. Donc, on peut dire que H1, ce service est spécialisé dans les accouchements prématurés. H0, ce service n'est pas spécialisé. H0, la durée moyenne de gestation est de 40,5 semaines dans cette maternité. H1, la durée de gestation moyenne est différente de 40,5 semaines. Parce que H0, elle engage une égalité. Donc, si la moyenne de cet échantillon est la même que la moyenne de la population, donc ce service n'est pas spécialisé dans les accouchements prématurés. QCM numéro 9, le test statistique à utiliser, c'est un test de conformité. On va faire les résultats pris de cet échantillon correspondent à la moyenne, donc à la population. Donc, on va voir s'il y a une différence significative entre l'échantillon et la population. QCM numéro 10, la statistique du test suit approximativement une loi du qui de non, parce que n est égal à 100 c'est supérieur à 30, donc x est quelconque, il ne suit aucune loi. La valeur du test statistique est égale à 16 ou bien égale à 4. Donc, la valeur du test statistique, on fait un test de l'écart réduit. Sigma, l'écart type de la population est inconnu, donc la Z est égale à X bar, la moyenne de l'échantillon moins mu, la moyenne de la population sur S', l'écart type de l'échantillon sur racine de n. On fait l'application numérique, on trouve est égal à 4, mais il ne faut pas oublier d'abord de calculer X bar, la moyenne de l'échantillon est égale à 1 sur 1 fois la somme des XI, donc est égal à 38,5. QCM numéro 11. Pour le QCM numéro 11, les mères de 100 nouveau-nés suivants, ont reçu un traitement agissant sur les contractions utérines. La somme des âges gestationnels de leur nouveau-né est égale à 3950 semaines et l'écart type est de 4 semaines. On compare les durées moyennes de gestation entre les deux groupes, mères avec et sans traitement. Donc on avait dans le QCM précédent un groupe, un échantillon, n est égal à 100, l'ensemble des x était de 3850 et l'écart type est égal à 5. Donc la moyenne est égale à 38,5. Donc on a un deuxième échantillon est égal à 100, l'ensemble des x est égal à 3950 et l'écart type est égal à 4, x de la moyenne est égal à 39,5. QCM numéro 11. Alors, la proposition à H0, le traitement est actif sur les contractions utérines. C'est faux, parce que H0, c'est l'hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse nulle a conclu qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une différence entre les échantillons entre les mères qui ont pris le traitement et celles qui n'ont pas pris. Donc, s'il n'y a pas de différence, donc le traitement est inactif. H1, le traitement n'agit pas sur les contractions utérines. C'est faux. Donc, il faut inverser les propositions. H0, le traitement est inactif. H1, le traitement est actif. Le test à utiliser serait un test de comparaison de deux moyennes observées, c'est vrai. De comparaison d'une moyenne observée à une moyenne théorique, c'est faux parce qu'on a deux échantillons. D'indépendance, c'est faux. On va utiliser le test de l'écart réduit. Donc, on a 1 est égal à 100 supérieur à 30 et 1 2 est égal à 100 supérieur à 30. Donc, la statistique du test ne suit pas la loi de Student. La statistique du test est égale à x bar 1 moins x bar 2 sur la racine complète de sigma de l'écart type, donc de la variance sur n1 plus la variance sur n2. Donc, ils nous ont donné l'écart type, donc il faut faire 4 au carré sur 100 plus 5 au carré sur 100. On trouve 1,56. Quand on compare à z de 1 moins alpha sur z qui est lu dans la loi de la table normale centrée réduite, on trouve au risque alpha est égal à 5% 1,96. Donc, la statistique du test est inférieure à la valeur au tableau. Donc, H0 est non rejeté au risque, donc H0 est non rejeté au risque alpha est égal à 5%, donc le traitement est inactif. Donc on conclut que le traitement n'agit pas sur les contractions utérines. Et on conclut que la durée moyenne de gestation entre les deux groupes ne sont pas significativement différents. QCM 13, le risque d'erreur de première espèce alpha et le risque de rejeter à tort l'hypothèse nulle H0, c'est vrai, et fixé a priori, c'est vrai, on le fixe
au début du test. 1 moins alpha correspond à la puissance du test, c'est faux, c'est 1 moins bêta. Donc bêta est le risque de ne pas conclure à une différence significative alors qu'elle est vraie. C'est vrai. Donc le question